Bonjour et bienvenue. Au travail, en famille, avec des amis, on fait tous partie de groupes, c'est une évidence. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'à l'intérieur de ces groupes, il y a des forces invisibles qui agissent en permanence. Parfois, ça donne une synergie incroyable, et d'autres fois, c'est l'explosion, des tensions destructrices. Aujourd'hui, on va décoder tout ça ensemble. On va essayer de comprendre ce qui fait la force ou la faiblesse d'une équipe. Ah, c'est la question, à 1 million. On a tous cette expérience en tête, non ? L'équipe de rêve où tout roule, tout est fluide, et puis à l'inverse, l'équipe où rien ne va, où c'est le conflit permanent. On pourrait croire que cette alchimie, c'est de la magie, mais pas du tout. La réponse, elle a un nom, et c'est un domaine absolument fascinant, la dynamique de groupe. Alors, la dynamique de groupe, c'est quoi exactement ? Eh bien, pour faire simple, c'est l'étude de tout ce qui se passe entre les gens dans un groupe. Toutes les interactions, les comportements, les liens qui se créent ou se défont. C'est un peu, si on veut, le mode d'emploi caché des relations humaines quand on est en petit comité. Et ces fameuses forces invisibles, justement, elles agissent un peu comme un scénario caché. Un scénario qui va déterminer le destin d'une équipe, la mener soit vers une collaboration géniale, soit droit dans le mur. Et pour bien comprendre ce scénario, il faut qu'on remonte un peu aux origines de tout ça. Alors, le grand nom à retenir, c'est Kurt Lewin. On le considère un peu comme le père de la psychologie sociale moderne. Et son idée, inspirée de la physique, est juste géniale. Pour lui, un groupe, ce n'est surtout pas juste une addition d'individus. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable champ de force, un champ d'énergie, où chaque personne influence les autres, était influencée en retour en permanence. Ok, maintenant qu'on a posé cette idée de base, pour aller plus loin et vraiment analyser un groupe, il faut qu'on s'équipe un peu. Il nous faut une sorte de boîte à outils, avec les composants essentiels. Ça va nous aider à comprendre comment tout ça fonctionne et s'articule. Déjà, on peut faire une première grande distinction entre deux types de groupes. D'un côté, on a les groupes primaires. Là, c'est l'affect qui domine, la famille, les amis très proches. On est là parce qu'on s'aime. Et de l'autre, il y a les groupes secondaires. Eux, ils sont plus fonctionnels. On est ensemble pour atteindre un objectif commun, comme une équipe au bureau ou une association. Et évidemment, la nature des relations n'est pas du tout la même. Et on peut ajouter une autre distinction super importante. D'un côté, il y a les groupes formels. Là, tout est structuré. Il y a des rôles définis, des règles claires, une hiérarchie. Pensez à un département dans une entreprise. Et de l'autre, on a les groupes informels. Eux, ils apparaissent comme ça, spontanément, juste sur la base d'affinités. Par exemple, le petit groupe qui va déjeuner ensemble tous les midis au boulot. Pas de chef, pas de règles écrites, ça se fait tout seul. Mais au final, qu'ils soient primaires, secondaires, formels ou informels, tous les groupes reposent sur 4 piliers essentiels. D'abord, un objectif, un but commun. Ensuite, des interactions pour l'atteindre. Une structure, même minimale, pour s'organiser. Et enfin, le plus important peut-être, la cohésion. C'est ce ciment invisible, cette envie d'être et de faire ensemble qui tient tout le reste. Bon, maintenant qu'on a notre boîte à outils et qu'on connaît les piliers, on va s'intéresser au parcours de vie d'une équipe. Parce qu'attention, un groupe ne devient pas hyper performant du jour au lendemain, loin de là. C'est un vrai voyage, une aventure, avec des étapes bien précises à franchir. Alors, le modèle classique, le plus connu, il décompose ce voyage en 3 grandes étapes. D'abord, la formation, ensuite la normalisation, et enfin, si tout se passe bien, la performance. Allez, on regarde ça en détail. Première étape, donc, la formation. C'est le tout début, le moment de la découverte. On vient d'arriver, on ne se connaît pas trop, tout le monde est poli, un peu sur la réserve, on s'observe du coin de l'œil, on cherche sa place, on essaie de comprendre un peu les rôles de chacun. C'est une phase qui est pleine de potentiel, bien sûr, mais aussi remplie d'incertitudes. Ensuite, on entre dans la phase de normalisation. Là, le groupe commence à trouver son rythme de croisière. Des règles s'établissent, souvent des règles implicites, non dites. C'est aussi le moment où les premières tensions peuvent surgir parce que les masques tombent un peu. Mais cette étape, elle est absolument cruciale. C'est là que le sentiment d'appartenance se crée pour de bon. C'est le moment précis où on passe d'une simple collection d'individus à une vraie équipe. Et enfin, le Graal, la phase de performance. C'est l'objectif ultime, évidemment. À ce stade, les liens sont hyper solides, la confiance est mutuelle et totale, l'énergie du groupe n'est plus gaspillée à régler des petits conflits internes, non, elle est concentrée à 100% sur l'objectif commun. La collaboration est tellement fluide qu'elle en devient presque naturelle, sans effort. Mais alors, pour passer d'une étape à l'autre, et surtout pour atteindre cette fameuse phase de performance, il y a un élément qui est plus que crucial, c'est le leadership. La façon dont le groupe est mené, guidé, va avoir un impact énorme sur toute sa dynamique. En gros, on peut identifier 3 grands styles. Il y a le leadership autoritaire, le chef décide, les autres suivent. Ça peut être efficace en cas d'urgence, mais ça peut aussi tuer l'initiative. Ensuite, le style participatif. Là, tout le monde est inclus dans les décisions, ce qui est génial pour la motivation et l'engagement. Et enfin, le style transformationnel. C'est le leader qui inspire, qui donne envie aux membres de se dépasser. En réalité, le secret d'un bon leader, c'est de ne pas être bloqué dans un seul style, mais de savoir naviguer entre les 3 en fonction de la situation.
Mais attention, tout ne repose pas que sur le leader. La vraie santé d'un groupe, elle se joue au quotidien, dans les interactions entre tous les membres. C'est ça, les vrais courants sous-marins qui peuvent soit souder une équipe, soit la faire exploser. Et dans ces interactions, on retrouve 4 grands piliers. La communication, c'est le fondement de tout. La coopération, c'est le moteur qui fait avancer. La compétition, alors là, c'est à double tranchant. Elle peut stimuler, mais elle peut aussi devenir très toxique. Et enfin, le conflit. Et là-dessus, faut être clair, le conflit, c'est inévitable. La question, ce n'est pas comment l'éviter, mais plutôt comment on fait pour le gérer et le transformer en quelque chose de positif. Alors justement, comment on le gère ce fameux conflit? Il y a quelques clés. D'abord, l'écoute active. Essayez de vraiment comprendre le point de vue de l'autre, pas juste attendre son tour pour parler. Ensuite, la médiation, parfois, pour trouver un terrain d'entente. Et surtout, une communication qui reste ouverte et honnête. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'un conflit qui est bien géré peut, et c'est paradoxal, finir par renforcer les liens et la cohésion du groupe. Et pour finir, il y a une dernière force, une force incroyablement puissante. C'est l'influence sociale. C'est cette tendance qu'on a tous et qui est souvent inconsciente à vouloir se conformer aux normes du groupe, à penser et agir comme les autres. Ça peut être une bonne chose, ça soude l'équipe, mais c'est une vraie arme à double tranchant. Parce que poussé à l'extrême, ce conformisme peut complètement tuer la créativité, l'innovation et tout esprit critique. Finalement, tout ce qu'on vient de voir nous invite à regarder nos propres expériences. Ça vaut le coup de prendre un instant pour penser au groupe qui nous entoure, au quotidien. Avec cette grille de lecture en tête, on peut se demander quelles sont les forces invisibles qui sont à l'œuvre, à quelle étape de son voyage se trouve telle ou telle équipe. Parce que comprendre ces dynamiques, ce n'est pas juste de la théorie, c'est vraiment le premier pas essentiel pour aider à construire des collectifs plus forts et plus humains.